c'était un mot pour dire que les mollahs feraient mieux de s'occuper de leur population. Voilà. Coup de projecteur maintenant sur le miracle économique de la Silicon Valley israélienne. Ce quartier de Tel Aviv connaît la plus forte concentration de start-up au monde, plus de 700 sans oublier les grands groupes américains qui sont évidemment présents. Des histoires qui font rêver tous ces jeunes créateurs d'entreprises. Israël mise à fond sur ses pépinières, où la peur de l'échec visiblement n'effraie personne. Visite dans cette Californie high-tech en bord de mer avec Stéphanie Gillon et David Lemarchand. À l'université Technion de Tel Aviv, sur ce campus en construction, c'est la nouveauté de la rentrée. Le master en start-up, un cursus inédit pour cette vingtaine d'élèves venus du monde entier, attirés par le nouvel Eldorado high-tech. L'Israël, en ce moment, est dans un boom de technologie puis d'innovation. Donc, puis aussi, c'est une place pour les jeunes pour venir puis se lancer dans le domaine de la technologie. C'est ici qu'il faut être quand on a une start-up. Avec, évidemment, la Silicon Valley. Google, Microsoft, les géants internationaux, mais aussi une myriade de sociétés israéliennes. Dans la région de Tel Aviv, les entreprises spécialisées dans les nouvelles technologies, petites ou grandes, sont partout. Alors là, on est au boulevard Rothschild, qui est vraiment le cœur de la ville. C'est là où il y a beaucoup de bars, de restaurants, beaucoup de boîtes de nuit le soir qui ouvrent. Et dans les mêmes immeubles où le soir on fait la fête, en fait, la journée, les gens travaillent à créer les technologies de demain. C'est l'endroit où il y a la plus grande densité au monde de start-up avec la Silicon Valley. Dans pratiquement tous les immeubles qui longent l'avenue, il y a aujourd'hui des start-up. Et dans celui-là, par exemple, il y a la start-up Soluto qui a été vendue la semaine dernière à une multinationale américaine pour 180 millions de dollars. Et ici, on croise toujours quelqu'un. Tiens, justement, en bas de l'immeuble, il y a un des responsables d'une autre start-up qui est en fait juste l'étage au-dessus, Yevo. On va peut-être pouvoir aller lui poser une question ou deux si vous voulez. C'est un bon endroit pour les startups? Oui, le boulevard Rothschild, c'est comme le Silicon Boulevard. Les startups bénéficient de plein de services à proximité comme des avocats, des conseillers juridiques. À un pâté de maison, on peut même avoir des conseils d'autres startups, c'est vraiment génial. Et les incitations fiscales ne sont pas les seules raisons du succès. Tel Aviv, c'est aussi une qualité de vie, une population jeune, souvent formée dès le service militaire. Il y a plus de soldats informaticiens aujourd'hui dans Tsahal que de soldats avec des armes à feu. Donc c'est aussi un élément fondamental. Tous ceux qui apprennent aujourd'hui à manipuler les technologies de l'information, les technologies de communication très en pointe dans les unités d'élite informatique de Tsahal, ensuite lorsqu'ils reviennent dans la vie civile, sont les premiers à vouloir développer des technologies très innovantes dans le domaine civil. C'est le cas de Nir Zohar. À 36 ans, cet ancien étudiant en anthropologie, passé officier de la marine israélienne, dirige la start-up dont tout le monde parle à Tel Aviv. Depuis 2 semaines, elle est cotée au Nasdaq à New York. Ce sont les fleurs que l'on a reçues pour notre entrée en bourse. Je ne sais pas qui les envoie, mais on n'arrête pas d'en recevoir. Valorisée à plus de 750 millions de dollars, Wix est une plateforme d'aide à la création de sites web. Une idée née après plusieurs échecs et c'est peut-être là l'autre clé de la réussite. Un pays jeune, une société en construction qui ne recule pas devant l'échec. Nous devons évoluer très rapidement et nous devons être créatifs, innovants pour régler un tas de problèmes. Il faut créer un environnement propice et se débrouiller pour être tout le temps à l'affût. Ça, c'est quelque chose que l'on a tous vécu. Tout le monde fait la même chose. C'est une culture de l'innovation où les gens ne cessent d'improviser pour régler les problèmes. Ça marche vraiment bien pour ce type d'entreprise. Tel Aviv, une ville start-up dans une nation start-up qui rêve aujourd'hui de séduire les investisseurs étrangers, encore quelque peu frileux face aux risques géostratégiques.
On souhaite ce développement à d'autres pays de la région. Vous croyez à l'arme numérique, vous? L'arme numérique, elle existe déjà. Hein. Enfin, je pense en tout cas qu'elle existe déjà, et notamment au regard de la santé tout de même assez fragile de certains ingénieurs nucléaires iraniens ces derniers mois. Donc oui, ça existe bien sûr, ne serait-ce qu'à ce niveau-là. Non, parce que là, ce qu'on vient de voir, c'est un quartier à la conquête du monde. C'est ça qui est extraordinaire. Alors évidemment, Israël aujourd'hui est le deuxième producteur de cerveaux au monde au regard, en proportion de sa population, juste derrière l'Iran. Ça fera plaisir, madame, mais je pense que vous le saviez. Et de ce point de vue-là, sachant que le high-tech constitue un véritable booster, un moteur phénoménal pour plusieurs pays, pas seulement Israël, mais dont les ressources naturelles commercialisables sont assez faibles, je pense à la Corée du Sud, à la Suède, etc., c'est extraordinairement important d'un point de vue géostratégique. Et à mon avis, c'est pour ça que la France est aussi, on y revient, intéressée au sens le plus économique, le plus strict du terme, hein, par Israël. Écoutez, dans la délégation présidentielle, il y avait 43 ou 44 PDG de tout ce que la France compte de fleurons industriels et technologiques. C'est très important. Est-ce que vous pensez ce qu'on vient de voir, qu'on voit peu à la télévision française et qui est quand même extrêmement intéressant en termes de... C'est l'autre face du voyage de François Hollande? Ah oui, complètement. Non, mais c'est vraiment l'autre face de ce voyage, mais pas seulement du voyage de François Hollande. Aujourd'hui, l'Inde, la Chine, le Brésil. J'ai mis l'Inde en premier d'ailleurs parce que maintenant vous avez un volume d'échange entre Israël et l'Inde sur le plan civil et militaire qui dépasse les 2 milliards de dollars, ce qui ne se faisait absolument pas il y a encore quelques années. Et quel que soit d'ailleurs leur bisbille diplomatique à l'ONU, hein, c'est pas très important par rapport au business, notamment aux yeux des Indiens. On a une véritable révolution. Et de ce point de vue-là, quand vous dites on pourrait le souhaiter aux États de la région, vous parlez d'or, parce qu'aujourd'hui, le rapport de force entre Israël et une partie, voire l'ensemble du monde arabe, se fait également, voire surtout sur le plan économique. On est à l'inverse des années 70-80, avec aujourd'hui un État d'Israël, encore une fois, qui intéresse au sens le plus technologique, le plus économique du terme. François Clémenceau, pourquoi j'avais l'impression d'être en Floride, là? Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que si vous aviez posé la question à la fin du reportage sur « Et à propos, la paix avec la Palestine, ça vous intéresse ?», vous vous aperceviez que cette génération-là, elle s'est répartie en deux camps très différents au moment des élections de janvier dernier. Toute une partie est allée vers un gars qui s'appelle Naftali Bennett, qui est le chef des religieux nationalistes et qui est aujourd'hui donc au gouvernement avec Netanyahou, et qui est de droite, dur, et qui représente en gros, pour faire court, le camp des colons, et qui est un chef d'entreprise qui vient de la high-tech, et de l'autre, Yair Lapid, qui est maintenant le ministre des Finances, et qui est le chef du centre laïque, moderne, et qui lui aussi, à sa façon, vient de ce même monde de la high-tech et du monde moderne de la société de Tel Aviv. Et donc c'est drôle de voir que les jeunes Israéliens de cette région de Tel Aviv, eh bien, ils ont un vote générationnel vers des gens qui sont dans la modernité, sauf qu'il y a une modernité qui, en gros, fait table rase de tout ce qu'on a pu faire ces dernières années sur la question palestinienne. En gros, c'est on reste en Palestine et on s'y accroche. Et l'autre qui dit, c'est pas le problème. Et ça, je trouve que c'est inquiétant, si vous voulez, pour l'avenir même, quand on dit on n'a pas réussi à faire la paix en Palestine parce que c'est une question de génération. Vous avez eu Arafat, regardez, Abbas, c'est un vieux monsieur. Eh ben, si on se dit c'est la génération suivante qui va prendre le relais, c'est pas si sûr que ça. Donc la Silicon Valley israélienne, elle est elle aussi partagée politiquement, Oui. et elle vit bien entendu des tensions au sein même de sa